L'Ukraine ne peut être sauvée qu'à la table des négociations, et non sur le champ de bataille. Malheureusement, ce point n'est pas compris par des politiciens ukrainiens comme Oleg Dunda, un membre du Parlement ukrainien, qui a récemment écrit un article d'opinion sur ce site contre mon appel répété aux négociations. Dunda croit que les États-Unis sauveront l'Ukraine de la Russie. C'est le contraire qui est vrai. L'Ukraine doit en réalité être sauvée des États-Unis. L'Ukraine incarne l'aphorisme célèbre d'Henry Kissinger. Il peut être dangereux d'être l'ennemi de l'Amérique, mais être son ami est fatal. Il y a 30 ans, l'Ukraine était adoptée par les néoconservateurs américains qui croyaient qu'elle était l'instrument parfait pour affaiblir la Russie. Les néocons sont les croyants idéologiques de l'hégémonie américaine, c'est-à-dire le droit et la responsabilité des États-Unis d'être la seule superpuissance mondiale et le gendarme mondial, comme décrit par exemple dans le rapport de 2000 du Project for a New American Century, Rebuilding America's Defenses. Les néoconservateurs ont choisi 3 méthodes pour étendre le pouvoir et l'influence des États-Unis en Ukraine. Premièrement, s'immiscer dans la politique intérieure de l'Ukraine. Deuxièmement, étendre l'OTAN à l'Ukraine, malgré la ligne rouge de la Russie. Et troisièmement, armer l'Ukraine et appliquer des sanctions économiques pour vaincre la Russie. Les néoconservateurs ont murmuré une douce fantaisie à l'oreille de l'Ukraine dans les années 1990. Venez avec nous dans le glorieux paradis de l'OTAN et vous serez en sécurité pour toujours. Les politiciens ukrainiens pro-européens, surtout en Ukraine occidentale, ont adoré cette histoire. Ils croyaient que l'Ukraine rejoindrait l'OTAN, tout comme la Pologne, la Hongrie et la République tchèque l'avaient fait en 1989. L'idée d'étendre l'OTAN à l'Ukraine était futile et dangereuse. Du point de vue de la Russie, l'expansion de l'OTAN en Europe centrale en 1989 était profondément répréhensible et une violation flagrante de la promesse solennelle des États-Unis que l'OTAN ne s'étendrait pas d'un pouce vers l'Est, mais ce n'était pas mortel pour les intérêts de la Russie. Ces pays ne bordent pas le territoire russe. L'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, cependant, signifierait la perte de la flotte navale russe de la mer Noire à Sébastopol et la perspective de missiles américains à quelques minutes du territoire russe. En fait, il n'y avait aucune perspective que la Russie accepte un jour l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine. L'actuel directeur de la CIA, William Burns, l'a dit dans une note adressée à la secrétaire d'État Condoleezza Rice lorsqu'il était ambassadeur des États-Unis à Moscou en 2008. La note était célèbrement intitulée « Niet » signifie « Niet ». Burns a écrit « L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est la plus rouge de toutes les lignes rouges pour l'élite russe, pas seulement pour Poutine. En plus de 2 ans et demi de conversations avec des acteurs clés russes, des traînards dans les recoins sombres du Kremlin, aux critiques libéraux les plus aiguisés de Poutine, je n'ai encore trouvé personne qui considère l'Ukraine dans l'OTAN comme autre chose qu'un défi direct aux intérêts russes. Les néoconservateurs n'ont jamais décrit cette ligne rouge russe au public américain ou mondial, ni à l'époque, ni maintenant. Des diplomates et des universitaires de haut rang aux États-Unis étaient parvenus à la même conclusion concernant l'élargissement de l'OTAN de manière plus générale dans les années 1990, comme cela a été récemment documenté en détail. Les Ukrainiens et leurs partisans insistent sur le fait que l'Ukraine a le droit de rejoindre l'OTAN. Les États-Unis le répètent également. La politique de l'OTAN stipule que l'élargissement de l'OTAN est une question entre l'OTAN et le pays candidat et que cela ne concerne ni la Russie ni aucun autre pays non membre de l'OTAN. C'est absurde. Je commencerai à croire cette affirmation lorsque l'amiral John Kirby déclarera depuis le podium de la Maison-Blanche que le Mexique a le droit d'inviter la Chine et la Russie à installer des bases militaires le long du Rio Grande, sur la base de la même politique de la porte ouverte que l'OTAN. La doctrine Monroe a dit exactement le contraire pendant 2 siècles. Ainsi, l'Ukraine a été mise en situation de catastrophe par les néoconservateurs. En réalité,
le public ukrainien a perçu la vérité et s'est massivement opposé à l'adhésion à l'OTAN jusqu'au soulèvement de 2014 qui a renversé le président ukrainien Viktor Yanukovych. Rétraquons la chronologie de cette politique américaine scandaleusement mal avisée. Au début des années 2000, les États-Unis ont commencé à s'immiscer intensivement dans la politique ukrainienne. Les États-Unis ont dépensé des milliards de dollars, selon Victoria Nuland, pour construire la démocratie ukrainienne, c'est-à-dire pour tourner l'Ukraine vers les États-Unis et l'éloigner de la Russie. Malgré cela, le public ukrainien est resté fermement opposé à l'adhésion à l'OTAN et a élu Viktor Yanukovych, qui défendait la neutralité ukrainienne en 2010. En février 2014, l'équipe Obama s'est activement rangée du côté des paramilitaires néo-nazis qui ont pris d'assaut les bâtiments gouvernementaux le 21 février et renversé Yanukovych le lendemain sous le couvert d'une révolution de la dignité. Les États-Unis ont immédiatement reconnu le nouveau gouvernement. L'appel intercepté stupéfiant entre Nuland et l'ambassadeur américain en Ukraine, Geoffrey Piat, où ils discutent de qui devrait être dans le nouveau gouvernement ukrainien plusieurs semaines avant la rébellion, démontre le niveau d'implication américaine. Le gouvernement post-soulèvement en Ukraine était rempli de personnes détestant la Russie et était soutenu par des paramilitaires d'extrême droite, comme la brigade Azov. Lorsque la région du Donbass, à majorité ethnique russe, s'est séparée du soulèvement, le gouvernement central a cherché à reprendre la région par la force. Un accord de paix a été conclu entre Kiev et le Donbass en 2015, connu sous le nom de Minsk II, qui mettrait fin au combat en accordant une autonomie aux régions ethniquement russes de Donetsk et de Louhansk. Hélas, l'Ukraine et les États-Unis ont sapé le traité tout en l'approuvant publiquement. Le traité n'était qu'une mesure temporaire, selon la chancelière allemande Angela Merkel, pour donner à l'Ukraine le temps de renforcer son armée. Les États-Unis ont expédié des armements à l'Ukraine pour renforcer son armée, la rendre interopérable avec l'OTAN et soutenir la reprise du Donbass par la force. La prochaine opportunité diplomatique pour sauver l'Ukraine est venue en décembre 2021, lorsque Vladimir Poutine a proposé un traité de garantie de sécurité entre les États-Unis et la Russie, appelant à la fin de l'élargissement de l'OTAN, parmi d'autres questions, y compris la question urgente du placement des missiles américains près de la Russie. Au lieu de négocier, Biden a de nouveau dit non catégoriquement à Poutine sur la question de mettre fin à l'élargissement de l'OTAN. Encore une opportunité diplomatique de sauver l'Ukraine s'est présentée en mars 2022, quelques jours après le début de l'opération militaire spéciale de la Russie, lancée le 24 février. La Russie a déclaré qu'elle arrêterait la guerre si l'Ukraine acceptait la neutralité. Zelensky a accepté, des documents ont été échangés et un accord de paix a été presque conclu. Pourtant, selon l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, les États-Unis et d'autres alliés de l'OTAN, notamment le Royaume-Uni, sont intervenus pour bloquer l'accord, disant à l'Ukraine de continuer à se battre. Récemment, Boris Johnson a déclaré que l'Ukraine devait continuer à se battre pour préserver l'hégémonie occidentale. L'Ukraine peut encore être sauvée par la neutralité, même si des centaines de milliers de vies ont été gaspillées par l'échec des négociations. Les autres questions, y compris les frontières, peuvent également être résolues par la diplomatie. Les tueries peuvent cesser maintenant, avant que d'autres catastrophes ne frappent l'Ukraine et le monde. Quant aux États-Unis, 30 ans de mauvaise gestion néoconservatrice, c'est assez.